Bonjour, ravi de vous retrouver après le break de l'été. Alors nous sommes sur le plateau de Smart Women pour la deuxième émission. Smart Women, vous le savez, c'est l'émission qui veut donner le pouvoir aux femmes. J'y reçois des invités, des femmes, des hommes, qui sont convaincus de la nécessité de voir les femmes occuper leur juste place. Alors leur juste place, c'est grosso modo 50%, bien évidemment, dans tous les niveaux des fonctions, donc la juste place dans l'économie de notre pays, et qui sont convaincus qu'ainsi cela constitue un levier tout à fait indéniable, à la fois de croissance et d'équilibre pour notre société. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Marie-Éloi, qui est à la fois dirigeante, fondatrice de plusieurs associations, réseaux d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Stéphane Palaise, qui est la présidente directrice générale de la Française des Jeux, et Julie Barlatier, qui est cofondatrice et co-CEO de l'entreprise Barjane, qui s'occupe de l'immobilier logistique. Voilà, trois femmes passionnantes, engagées, que je vais avoir grand plaisir à vous faire rencontrer. Marie, bonjour Marie-Éloi. Bonjour Vous êtes, Marie-Claire. voilà, vous êtes la première, donc c'est vous qui commencez. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors Marie, vous avez une petite présentation rapide. Vous avez débuté votre carrière professionnelle en tant que journaliste, C'est ça. donc 7 ans chez RFI. Et puis ensuite, quand vous avez eu votre fille, vous avez bien évidemment voulu lui offrir le meilleur. Et donc, n'ayant pas trouvé d'école à la hauteur de vos attentes là où vous habitiez, vous avez tout simplement décidé de créer une école Montessori sur vos terres bretonnes. Bon, c'était le début finalement de votre parcours entrepreneurial. C'était la première graine. Première graine, mais d'autres allaient pousser après. Donc la deuxième graine après, forte de cette expérience personnelle, vous vous êtes dit que finalement les femmes n'étaient pas suffisamment accompagnées quand elles voulaient entreprendre. Et donc vous avez dit tout de go, je vais créer un nouveau réseau, et vous avez créé Femmes de Bretagne sur vos terres à nouveau. Et puis Femmes de Bretagne, c'était en 2014, et vous avez élargi Femmes de Bretagne à Femmes de Territoire au pluriel en 2019. Mais entre-temps, et c'est pour cela aujourd'hui que je vous ai demandé de venir, vous avez créé également en 2016, si je ne me trompe pas, vous avez créé Bouge ta boîte. Et c'est Bouge ta boîte qui m'intéresse aujourd'hui plus particulièrement. Alors expliquez-nous ce qu'est Bouge ta boîte. En fait, Bouge ta boîte, c'est pour développer les entreprises portées par des femmes. Donc, c'est un réseau d'affaires où on va pouvoir se rencontrer, avoir des formations et surtout parler business, chiffre d'affaires, rentabilité, marge, mais aussi communication, enfin tout ce qui fait vivre une entreprise. Et Bouge ta boîte, je l'ai créé en 2016, comme vous l'avez dit, parce qu'en fait, il y avait énormément de réseaux féminins partout en France, mais fondés sur l'entraide, sur la création d'entreprises, et il n'y en avait pas business. Et on sait que c'est essentiel pour que l'entreprise vive. Et aujourd'hui, on a 70% des dirigeantes en France qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Donc, il fallait absolument transformer ça et montrer toute l'expertise des femmes. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, on s'est rencontrées toutes les deux à l'occasion de Bouge ta boîte. Et j'ai trouvé très intéressant le fait que vous ayez justement cet axe business. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait à ma connaissance peu, voire pas, de réseaux qui étaient orientés là, sur ce sujet-là précisément, de dire on va faire du business, on est là pour faire du business. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien orienté. Alors comment ça fonctionne ? Alors, Bouge ta boîte, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site bougetaboîte.com. On a une réunion de présentation 2 fois par semaine. Là, on vous explique tout sur le réseau. Vous appartenez à une communauté nationale et là, vous avez accès aux formations, aux événements en présentiel, en digital. Vous pouvez aussi aller dans un cercle, donc un cercle local, où là, vous êtes une bougeuse par secteur d'activité. Elle s'appelle les bougeuses parce qu'elles bougent tout. Ça, c'est un bon. On est pleine d'énergie. C'est une bonne façon de qualifier. Mais alors, vous en avez dans combien de villes, Aujourd'hui, on a accompagné 3000 dirigeantes d'entreprise. On est dans 120 villes. On a plus de 10 000 messages échangés chaque mois, 18 000 moments de gratitude, de fou rire, d'échange, de solidarité par mois aussi. Donc c'est très très dynamique et vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en avant les dirigeantes d'entreprise dans les territoires, donc les rendre visibles, montrer leur expertise et faire en sorte que grâce à l'intelligence collective, grâce les unes grâce aux autres, elles puissent développer leur entreprise, donc ça veut dire avoir un impact, ça veut dire bien en vivre et ça veut dire faire en sorte que l'économie soit plus équilibrée avec des femmes et des hommes et tout autant comme vous l'avez dit au début. Alors, si je me souviens bien, dans le cercle des bougeuses, il y a systématiquement
une représentante, en fait, d'un secteur d'activité. Et vous avez donc autant de secteurs d'activité que ceux qui veulent venir être présents dans le cercle. Alors, précisez un petit peu là-dessus Oui, aussi. c'est exactement ça. Donc, soit on appartient à la communauté nationale et là, peu importe notre secteur d'activité, on a accès à tous les autres membres. Soit, si on le souhaite, on peut en plus appartenir à un cercle. Et là, effectivement, on représente un seul secteur. Donc, on a une menuisière, on a dans la communication, une expert comptable, une juriste, une architecte. Et là, elles se réunissent tous les 15 jours et elles deviennent une équipe, en fait. Donc, en fait, elles cèdent les unes les autres à faire du business. C'est bien ça l'idée. Elles se recommandent les unes les autres sur leur territoire. Ouais. Elles font des duos, etc., des ateliers, des formations. Elles se recommandent, mais elles deviennent expertes les unes les autres aussi. Si on a besoin d'aide en communication, on sait vers qui se tourner. Donc c'est où qu'on a besoin d'une expert comptable aussi. Donc ça devient extrêmement puissant en local. C'est vrai que c'est très vertueux parce que ça permet d'alimenter vraiment le tissu local. Alors je sais en plus votre attachement à ce que l'on mette en valeur les petites entreprises, c'est-à-dire les TPE. Vous m'avez dit à plusieurs reprises, vous m'avez dit oui, mais vous savez, on parle uniquement des startups ou on parle pas assez des TPE. Et vous avez raison, c'est vraiment le but, c'est d'avoir l'ensemble du spectre de l'entreprise qui soit représenté. C'est ça, parce que quand on pense entrepreneuriat, souvent on pense start-up et c'est essentiel, ce sont des locomotives, mais 95% de l'entrepreneuriat, ce sont des TPE, les toutes petites entreprises qui représentent une bonne partie de la masse salariale en France, 20%, et qui surtout sont là pour dynamiser nos villes, nos territoires, donc ils créent de l'emploi, ils trouvent des solutions locales avec un impact écologique, social, sociétal. Enfin, c'est vraiment un tissu qu'on oublie souvent parce qu'ils sont peu visibles, ces TPE, qu'on soit homme ou femme à la tête de l'entreprise, mais qui représentent la grande majorité de l'entrepreneuriat, et c'est vraiment à valoriser. Parce que, comme je viens de le dire, 95% des entrepreneurs sont à la tête de TPE. Et c'est vrai que trop souvent, malheureusement, on oppose finalement les petits et les grands. Donc on oppose la techno à d'autres activités plus traditionnelles. On oppose les grands groupes qui sont généralement pas appréciés non plus. Donc vous voyez, c'est bon. Alors qu'en fait, la richesse du pays, la richesse de l'économie, c'est l'ensemble. Il faut avoir des petits, des grands, des moyens, et puis les petits grandissent, etc. Donc c'est la beauté du geste. Voilà, je suis contre l'uniformité, que ce soit dans les COMEX, dans le management ou dans l'entrepreneuriat. C'est la diversité qui fait notre force et notre richesse. Et il s'agit de valoriser chacun et chacune à sa juste valeur. Écoutez Marie, merci pour ce témoignage qui est tout à fait passionné, engagé. Je suis convaincue que vous allez continuer de susciter beaucoup de vocations entrepreneuriales. Et j'espère que cette participation à l'émission Smart Women vous permettra d'être encore plus connue et d'être aidé par celles et ceux qui peuvent le faire et qui vont accompagner vos initiatives. Donc, merci beaucoup Marie, continuez. Merci pour votre soutien Marie-Claire, merci. Bonjour Stéphane Palaise. Bonjour Marie-Claire Capobianco. Merci infiniment d'avoir accepté de venir enregistrer cette émission le jour de votre retour de vacances. D'ailleurs, vous m'avez dit que c'était votre interview de rentrée, vous ne pouviez pas mieux choisir, donc merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et pour faire court compte tenu de votre notoriété, je rappellerai simplement que vous êtes présidente directrice générale de la Française des Jeux depuis une 8aine d'années, après avoir occupé divers postes à haute responsabilité, à la fois dans le domaine public et dans le domaine de l'entreprise. Et vous êtes à ce titre l'une des rares femmes, encore trop rare, devrais-je le préciser, encore trop rares femmes à être à ce niveau de direction d'entreprise. Et donc, vous constituez un rôle modèle important dans notre pays. Et vous êtes sollicité, bien évidemment, à ce titre. Mais je crois que vous avez toujours eu cet engagement très marqué en faveur des femmes, en faveur de l'émancipation économique des femmes. Et c'était sur ce thème que je souhaitais, bien sûr, vous entendre aujourd'hui. Alors, pourquoi l'engagement ? Alors, d'une certaine manière, c'est un engagement naturel pour moi, qui est d'abord un engagement qui vient de mon parcours, de ma famille, de ma grand-mère qui était institutrice, des femmes qui m'ont inspirée dans ma carrière, Simone Veil, Christine Lagarde, pour en citer quelques-unes. Donc un engagement très très naturel. Et puis en devenant effectivement notamment PDG d'une entreprise du SBF 120, et c'est vrai que je pense qu'on doit être 12 à être encore beaucoup trop peu. DG ou 10%. PDG, donc ça va. Il y a encore de la marge pour progresser. Je me suis dit que j'avais aussi une responsabilité qui était effectivement
d'utiliser en quelque sorte ma position, mes moyens, mes leviers pour en parler et puis surtout pour agir. Par ce que je peux faire dans mon entreprise et puis par les leviers que je peux déployer via mon entreprise autour de moi. Voilà, donc Oui, c'est ça finalement, mon engagement, c'est naturel. c'est naturel et c'est vrai que c'est cette conviction que vous déployez aussi bien à titre personnel qu'au travers de l'entreprise, parce que c'est assez simple et assez direct et c'est assez aligné que de le faire ainsi finalement. Et je pense qu'on dit beaucoup, c'est une histoire de performance économique. Je pense que ma fille me le rappelle tout le temps, c'est d'abord une histoire de justice. Donc c'est un engagement de justice, d'égalité et de justice, mais c'est aussi un engagement de performance économique et c'est un engagement, je pense, d'équilibre de la société. Oui. Donc tout ça, c'est des choses très cohérentes, qui sont très cohérentes et très importantes et très fondamentales. Alors comment vous y prenez-vous donc qu'est-ce que vous avez comme accompagnement spécifique au niveau en interne à l'entreprise et également en externe, bien sûr. Commençons peut-être par l'interne. Alors, on va peut-être parler de la Française des Jeux. Oui. Donc FDJ, c'est une entreprise qui ne m'avait pas forcément attendu, évidemment, pour faire un certain nombre de choses. Néanmoins, quand je suis arrivée chez FDJ, c'est-à-dire fin 2014, donc je me suis effectivement dit comment est-ce que je pouvais travailler avec mes équipes, mon comité exécutif, pour prendre des engagements et les mesurer et avoir un impact. Donc, on a pris un certain nombre d'engagements à ce moment-là, collectivement. Le premier engagement qu'on a pris, c'est d'avoir le même nombre, le même pourcentage au minimum de femmes managers que de femmes dans l'entreprise. Donc, en gros, pratiquement 40%. Donc, c'est un engagement que... Sans attendre les quotas, au demeurant, vous l'avez fait. Voilà, mais c'est pas... Mais les quotas, c'est très bien pour autant, mais vous l'avez fait. C'est un engagement qu'on a pris sur 5 ans. Et donc, entre 2015 et 2020, c'est un engagement qu'on a réalisé. On a pris un deuxième engagement qui est sur l'égalité salariale. Donc, on a mis en place un budget dédié pour que, au moment des augmentations et des promotions, on puisse aussi corriger cette inégalité salariale. J'ai vu 100% à l'index Pénicaud. Alors, on a 100% à l'index. Ça, c'est clairement le résultat de cet engagement. On n'est pas encore tout à fait à l'égalité salariale parce que après, on s'aperçoit que en fait, les femmes sont moins présentes dans certains métiers, notamment des métiers technologiques qui sont souvent très bien payés. Donc en fait, c'est un engagement qu'on va prolonger dans ces prochaines années. Donc oui, on est déjà à 100 sur 100 sur l'indice Pénicaud. On a eu des tas de prix pour ça. Néanmoins, on a repris un certain nombre d'engagements pour les 5 prochaines années pour continuer d'abord à avoir effectivement ce niveau de promotion et de femmes managers à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les métiers et pour descendre en dessous du 5% d'écart salarial qu'on continue de constater globalement, même si on ne le constate pas métier par métier. Donc c'est un engagement très fort. Là, nous avons évidemment un réseau mixité. Il y a ce réseau qui n'est pas du tout géré par moi, organise un certain nombre de dialogues, de conférences, d'événements. Tous les ans, le 8 mars, j'offre un livre à tous mes salariés qui parle des femmes d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, en général, on vous entend de façon très explicite. Et donc, parce que je pense que la conviction que j'ai, c'est que c'est un engagement qui progresse quand toute l'entreprise pense que c'est bien, embarqué. Les hommes comme les femmes. Bien sûr. Et récemment, un jeune salarié me voit et m'a dit c'est très très bien ce que vous faites. Alors, je crois qu'il aime bien aussi le congé paternité, sur lequel nous avons également mis les niveaux au plus haut. Pour en revenir, bravo en tout cas, pour revenir à ce que vous faites en externe, parce que là aussi, le temps passe, donc en externe, vos différentes actions. Alors, en externe, pas mal d'actions différentes. Alors, il y en a une qui est assez consubstantielle aux investissements de FDJ, qui est le sport féminin. Alors, je commence par ça parce que c'est un peu particulier, mais c'est très, très... ça a beaucoup d'impact, et ça fait partie des choses que je me suis dit, FDJ peut faire quelque chose de particulier. Donc, effectivement, je me suis engagée dans une action avec un certain nombre de partenaires sur le sport féminin.
concrètement, ça a consisté par exemple à créer une équipe cycliste féminine à côté d'une équipe cycliste masculine. Voilà, donc ça c'est une sorte de parité dans les engagements, aussi à mettre en œuvre cet engagement avec un certain nombre de fédérations sportives. Et dans le cadre de Paris 2024, dont nous sommes sponsors, dans l'héritage que nous souhaitons laisser de ces Jeux, il y a plus de pratiques sportives pour les femmes, plus de visibilité aussi du sport féminin de compétition, qui évidemment existe depuis très longtemps, mais qui est toujours un petit peu moins médiatisé que le sport masculin. Ça, c'est pour le sport. Alors, sinon, voilà, en quelques mots, dans les entreprises, en quelques mots, donc Sista, je crois que Sista, vous en avez parlé avec Tatiana Jama est venue à la première émission. Donc Sista, donc je fais partie peut-être des bonnes fées de cette initiative au début. Quand nous avons créé un fonds d'investissement corporate, on a demandé évidemment à notre partenaire de signer la charte Sista pour que ce fonds applique les engagements de cette charte. Et nous allons donc financer cet automne un programme de 20 entrepreneuses avec Sista qui va leur permettre en fait de bénéficier d'un accompagnement et d'être valorisées, etc. Et puis, bon, je pourrais citer beaucoup d'autres engagements, on pourrait continuer, mais nous n'avons pas assez de temps. Il faudra que vous reveniez. Mais enfin, néanmoins, Sista, je crois que c'est très important parce que ça type bien comme l'action à mener pour les accompagner. Mais écoutez, Stéphane, merci beaucoup pour ce discours, à la fois ce propos clair et cash. Et on continue le combat, de toute façon. Clairement. Et d'ailleurs, le combat n'est jamais fini, mais dans la bonne humeur. Exactement, le sourire et la volonté d'avoir tout le monde autour de la table. Et là, je vais recevoir, juste après vous, je reçois Julie Barlatier, qui est une chef d'entreprise, justement, une belle PME, quasiment ETI, qui travaille sur l'immobilier logistique. Donc, vous allez pouvoir l'entendre également. Je viens de rencontrer grâce à vous. Et donc, merci beaucoup. Merci Stéphane, à bientôt. Bonjour Julie Barlatier, bonjour. Alors c'est vous aujourd'hui le portrait de Smart Woman. C'est vous que j'ai eu envie de faire connaître ou mieux connaître à nos auditeurs. Alors je me souviens de notre première rencontre, c'était en 2017, donc ça fait déjà quelques temps, et vous veniez de remporter le trophée de Women Equity BNP Paribas, qui était le trophée RSE. Et j'avais été impressionnée par la façon dont la passion que vous mettiez à expliquer votre métier, et la façon novatrice dont vous l'aviez conçu au moment du lancement de votre entreprise. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai eu envie de vous faire venir aujourd'hui. Alors si on reprend un petit peu l'histoire, finalement, quand vous avez terminé vos études avec à la fois un diplôme d'ingénieur et un master de finance en poche, vous avez commencé par des métiers financiers, puisque vous avez intégré la Société Générale à Londres parce que vous y aviez fait vos études. Et vous étiez dans le département fusion-acquisition. Donc 7 ans de conseil. Et au bout de 7 ans de conseil, vous avez envie d'agir directement et donc de passer à l'exécution. Et c'est là que vous décidez de créer, de faire le grand saut de l'entrepreneuriat et de co-créer avec votre frère en 2006 Barjane. Alors Barjane, en quelques mots, puisqu'on va avoir le temps d'y revenir plus amplement, mais en quelques mots, Barjane, dites-nous ce que c'est. Alors, bonjour Marie-Claire, merci de m'avoir invitée. Barjane, donc, c'est une société qui est aménageur, développeur et gestionnaire de parcs logistiques, de parcs d'activités. Concrètement, nous trouvons des terrains ou des friches industrielles sur lesquelles nous imaginons des parcs logistiques, où est-ce que vont passer les routes, où est-ce qu'on va construire des bâtiments, faire les locaux de service pour les salariés. Et puis, nous faisons des enveloppes autour des process de nos clients, des gens comme des industriels, de la grande distribution alimentaire, de la gestion du colis. Nous faisons construire ces bâtiments, ces plateformes logistiques. Nous mettons des centrales photovoltaïques en toiture de ces bâtiments et nous restons propriétaires et gestionnaires pour pouvoir assurer la durabilité de ces parcs et de ces plateformes logistiques et nous les animons dans la durée. Voilà, c'est l'activité de Barjane et en quelques chiffres, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 collaborateurs et collaboratrices en France et en Angleterre et nous sommes fiers d'être à parité, que ce soit au board et dans les équipes où nous sommes vraiment... Bravo. Donc là, vous avez déjà dit beaucoup de choses quand même. Non, c'est très bien parce qu'on comprend bien, enfin, on comprend votre métier. Alors, ce que je voudrais que vous nous expliquiez finalement, c'est que vous avez décidé de le faire en permanence dans un respect très très marqué de la biodiversité, de l'environnement. C'est un petit peu votre marque de fabrique. Et ça, vous l'avez décidé non pas il y a 2 jours, mais vous l'avez décidé en 2006. C'est ce qui me paraît assez interpellant parce que je ne crois pas qu'il y avait beaucoup d'entreprises, ou qu'il y en ait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui à votre niveau, qui soient dans cet état d'esprit et qui conçoivent les parcs logistiques, les centres logistiques comme vous le faites. Alors qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu cette volonté marquée
d'avoir cette notion de développement durable? Alors, bon, deux choses. La première, c'est que notre grand-père était transporteur. J'ai créé Barjane avec mon frère. Notre grand-père était transporteur, notre père logisticien. Donc, c'était des secteurs qu'on connaissait très bien. Et donc, et le secteur de la logistique et de l'immobilier logistique ont en général mauvaise presse parce que c'est très grand, c'est très gros. Parfois c'est laid et avec beaucoup de camions. Donc nous, on voulait vraiment faire des choses qui soient belles, qui soient confortables pour les utilisateurs et qui s'intègrent bien dans les territoires. On voulait faire des choses dont on soit fier. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'on voulait créer une entreprise qui soit durable. Pour être durable, il faut créer de l'immobilier durable. Donc, c'est-à-dire avec des bons matériaux qui vont durer longtemps, des bâtiments qui soient flexibles et que les clients puissent s'adapter, et puis qui produisent leur propre énergie, qui ne consomment pas d'eau. Comme vous l'entendez, je viens du sud de la France. Et donc ça, c'est le soleil, la chaleur, les espaces verts, l'économie d'eau. Ce sont des sujets que nous connaissons. Et en 2006, c'était déjà des sujets. Et donc, c'est pour ça que ça nous a amené à concevoir des parcs comme ça. C'est vrai que maintenant, on l'appelle RSE, on l'appelle plein de choses. Et chaque fois, on essaye de faire toujours mieux. Donc, on s'appuie sur des certifications. Et donc, c'est vrai que chaque année, on rajoute des exigences. Et on a plein de nouveaux enjeux. Mais c'est vrai qu'en 2006, voilà, ces thèmes-là, dans le sud de la France, c'était déjà très important. Bravo, parce qu'encore une fois, vous êtes modeste, mais en 2006, ce n'était pas forcément présent à l'esprit de tout le monde. Et comment vos clients, parce que vous avez des clients un petit peu dans tous les secteurs d'activité, hein, vous me disiez aussi bien de l'alimentaire que du non-alimentaire, comment vos clients, comment ils intègrent et comment ils acceptent et comment ils sont pour finalement ce que vous leur proposez, qui coûte certainement un petit peu plus cher, mais c'est bien normal, qu'un vulgaire bâtiment juste posé sur un sol sans autre égard. Comment prennent-ils ce sujet-là? Alors, ça a beaucoup changé et je m'en réjouis parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on essayait d'imposer certaines choses, nos clients étaient sceptiques. Ou parfois, il fallait vraiment donner beaucoup d'énergie pour les convaincre de nous laisser mettre une centrale photovoltaïque en toiture et de nous donner accès. Ou effectivement de choisir des matériaux et de faire des plateformes ou de planter beaucoup plus d'espaces verts parce qu'on sait que les salariés sont très sensibles aux espaces verts. Mais ça a complètement changé et maintenant nos clients sont très... Depuis quand? C'est un courant qui a commencé quand même il y a, je pense, au moins 4-5 ans et bien sûr qui s'accélère. Mais nos clients sont conscients de leur propre empreinte carbone. Et puis il y a aussi de la réglementation qui change avec le décret tertiaire sur la consommation d'énergie. Mais voilà, c'est des choses dont ils ont pris conscience et maintenant, ils sont demandeurs et moteurs aussi. Et puis parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a énormément de salariés dans les plateformes logistiques. Oui, nous, sur les projets qu'on a fait... Et donc d'emploi. Nous, aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir contribué à la création ou la pérennisation, parce que c'est aussi important de pérenniser les emplois, de plus de 3000 salariés. Donc ces gens-là, il faut leur donner de bonnes conditions de travail. Et aujourd'hui, nos clients sont conscients que c'est par la lumière naturelle, des locaux sociaux agréables, des espaces verts, des endroits pour se reposer, des sentiers, des parcours santé, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que nous proposons dans nos parcs. Et donc tout ça contribue au Oui, vous me disiez que vous, en fait, parce que je vous posais la question de comment vous détectiez finalement l'endroit où vous allez pouvoir installer. Alors en fait, vous avez à la fois le fait de trouver une friche, puisque vous ne faites que sur des friches, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est nouveau, oui. Mais nous sommes donné l'objectif effectivement de développer des friches. Nous avons en ce moment, par exemple, un parc logistique, un très grand parc, le parc des Aiguilles, qui est en développement au port de Marseille, où nous investissons 10 millions d'euros pour dépolluer cette friche et nous avons 2 plateformes en construction. Et puis, lorsqu'on ne peut pas faire sur des friches, parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de friches et pourtant des besoins logistiques, alors nous sommes donnés comme obligation de créer un mètre carré vert pour tout mètre carré imperméabilisé. Et donc aujourd'hui, Barjane, en plus des 40 plateformes logistiques et des 15 centrales photovoltaïques que nous avons développées, nous sommes propriétaires et gestionnaires de 2 millions de mètres carrés de forêt et d'1 million de mètres carrés de terres agricoles. Oui, c'est quand même ça, c'est formidable. Les chiffres sont assez impressionnants finalement. Et alors aujourd'hui, donc dans cette progression permanente en termes de solutions, et vous m'avez dit que bien sûr, vous étiez entouré d'experts dans chacun des domaines, puisque vous ne pouvez pas tout faire vous-même, donc vous êtes des experts. Mais finalement, les principaux défis actuels, compte tenu de l'évolution et compte tenu de la crise durable dans laquelle nous sommes. Alors, le premier des défis, c'est de toujours bien comprendre ce dont nos clients vont avoir besoin. Et donc, j'ai des clients qui sont des industriels, des gens de la distribution alimentaire ou non alimentaire et des gestionnaires du colis. Donc, c'est vraiment comprendre leur métier, comment ils évoluent pour pouvoir leur faire la meilleure enveloppe. Ensuite, c'est
un challenge du bâtiment bas carbone ou même zéro carbone. Donc ça va passer par le choix de nouveaux matériaux. Et pour nous, l'enjeu est grand parce que nous avons fait notre bilan carbone et 97% de nos émissions passent par le chantier et la façon dont on aura conçu le bâtiment qui va jouer sur l'exploitation du bâtiment pendant peut-être 20 ou 30 ans. En chauffage, en consommation d'électricité. Donc c'est très très important pour nous de bien concevoir les bâtiments et ensuite de bien les construire en choisissant des matériaux innovants. Donc des bâtiments de charpente bois, ça c'est des choses qu'on fait déjà, arrêter les chaudières au gaz. Enfin, il y a beaucoup d'actions qu'on a identifiées, mais c'est un défi technologique important et aussi passionnant. Et puis ensuite, les autres enjeux, c'est d'avoir une utilité publique. Alors nous, comme je vous le disais, on s'est appuyé sur beaucoup de certifications. Et en ce moment, on est ISO 26000, c'est le label ici, ISO 14001, label Biodiversity aussi, entreprise engagée pour la nature. Mais on est allé encore un cran plus loin et on est en train d'essayer d'obtenir la certification Bicorp. Et donc ça veut dire les gens et la planète avant les profits. Et pour nous, ça nous parle bien parce qu'on a une vision très long terme et il nous semblait que c'était déjà ce qu'on faisait. Mais néanmoins, ça passe aussi par le challenge de réfléchir à chaque fois qu'on fait un projet, quelle est son utilité publique. Donc par exemple, là, dans le parc dont je vous ai parlé, nous faisons une bretelle d'autoroute qui va servir au parc, mais qui va désengorger tout un quartier, enfin tout un territoire. On a parlé la semaine dernière avec un des préfets de mobilité, comment on va faire venir les salariés sur le parc. On a à chaque fois, en plus des emplois concrets, en plus des recettes fiscales qui vont venir, on a cet enjeu à chaque fois de savoir et de se poser la question de ce qu'on va apporter de plus. Et ça, c'est aussi un enjeu passionnant. Non mais bravo, parce qu'écoutez, vraiment, on voit bien à quel point votre activité est au cœur de toute l'activité. C'est vrai qu'on le sait, que la logistique, mais je crois que votre façon d'en parler montre qu'au-delà du fait d'être au cœur de l'ensemble de l'activité économique, vous avez un rôle, une mission par ailleurs, et cette mission pour vous, elle est importante manifestement et depuis le début. Donc bravo pour ce parcours déjà très réussi, mais qui va certainement continuer encore longtemps, c'est ce que je vous souhaite. Et puis je trouve que c'est intéressant d'entendre à quel point, et je vous le confirme quand vous me disiez, mais est-ce que dans ce que je dis, c'est suffisamment percutant? Moi je peux vous dire que c'est très convaincant d'entendre à quel point vous êtes alignés et à quel point vous démontrez qu'on peut avoir une volonté et une réalité d'écologie positive, conciliée, conjuguée avec de la croissance et de la rentabilité. Donc, par les temps qui courent, ça ne fait pas de mal de l'entendre à nouveau avec autant de conviction et autant de plaisir. Je suis sûre que vous allez servir d'exemple à beaucoup et que vous allez être inspirante pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Julie, pour cet échange. Grand merci. Alors nous arrivons à la fin de l'émission et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Je vous donne rendez-vous donc début octobre. J'aurai 3 femmes tout à fait intéressantes, mais je ne vous en dis pas plus. Vous apprendrez le moment venu. Bonne journée.